Alors bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce panel sur la question du métissage. Mon nom est Nicole Grégoire, je suis belgo-congolaise, chercheuse en sciences sociales à l'Université libre de Bruxelles, et c'est moi qui vais donc modérer ce panel. Alors j'aimerais l'introduire par une petite anecdote tirée d'une expérience personnelle qui, à mon avis, n'est pas si personnelle que ça. C'est en fait ce à quoi m'a renvoyé le titre de ce panel. Donc Métis is in the future, ça m'a renvoyé à une petite phrase que j'entendais souvent quand j'étais petite ici à Bruxelles dans les années 80, dans la rue, de gens qui ne me connaissaient pas. On se baladait avec ma mère et alors régulièrement, quand on croisait un adulte belge blanc, il s'extasiait, il ou elle s'extasiait, on disait « Ah, les métis, c'est l'avenir du monde. Les métis, c'est les plus beaux enfants du monde. Les métis, c'est l'avenir du monde. » Et alors, j'étais enfant, c'était les années 80, et le ton sur lequel c'était dit me paraissait toujours faussement enjoué, un peu surfait. Beaucoup d'enthousiasme comme ça, un grand sourire, mais ça me paraissait toujours un peu surfait. C'est comme si je percevais un petit malaise derrière. Évidemment, je ne savais pas trop mettre de mots dessus, j'avais, je sais pas, 7 ou 8 ans. Mais alors aujourd'hui, à quoi ça me renvoie, cette petite phrase et ce malaise? Ben, deux choses. D'abord au contexte de l'époque, on était dans les années 80, c'était l'époque d'un antiracisme qu'aujourd'hui on peut qualifier d'un peu naïf. Touche pas à mon pote, on dessinait des mains dans la cour de récréation. Donnons-nous la main, faisons la ronde autour du monde, mélangeons-nous et tout ira bien. Voilà, c'était l'époque d'une injonction politiquement correcte qui était assez forte et qui est quand même de plus en plus largement entamée aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être parce que finalement, on n'a jamais fait un travail de fond sur cette question du racisme et sur cette question raciale en Belgique et en Europe de façon générale. La seconde chose à laquelle me renvoyait cette petite phrase et le malaise que je percevais derrière, c'est notre histoire coloniale. Et c'est au fond ce que représentait la figure du métis à l'époque de la colonisation. Les métis étaient des enfants, vous le savez peut-être, qui, durant cette période-là, étaient vus comme une anomalie honteuse, comme une aberration de la nature, comme un mélange incongru entre deux races supposées pures. Et alors ça donnait lieu à un épisode extrêmement tragique de l'histoire. Ce sont des enfants qui ont fait l'objet d'un traitement particulier de la part des autorités coloniales, qui ont été mis au banc de la société à la fois noire, à la fois blanche, placés sous la tutelle de l'Église, souvent, arrachés à leur mère, non reconnus par leur père, et qui, à la fin de la colonisation, pour beaucoup, ont été enlevés et emmenés de force en Belgique, placés soit en pension, considérés comme des orphelins, placés soit en pension, soit dans des familles d'accueil. Alors ça a donné lieu à des destins qu'on peut imaginer pour beaucoup tragiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de résilience, mais en tout cas des expériences extrêmement douloureuses, et ça fait partie des plaies de notre histoire, et certains de nos intervenants en parleront. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a hérité de cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on doit en faire? Et puis par ailleurs, que représente la figure du métis ou le métissage aujourd'hui? Métis, c'est aussi un mot valise, quand même, qui recouvre une variété de trajectoires, d'histoires et de soi-disant mélanges. Pour certains, ça représente un atout. Ce qu'on peut appeler par exemple le capital transculturel, c'est-à-dire la capacité de maîtriser les codes de différentes cultures et puis donc de faire les ponts entre ces cultures, de jouer les intermédiaires entre ces cultures. Donc ça peut représenter une véritable compétence. Ça peut aussi être un argument de vente. On pense à United Colors of Benetton ou aux différents visages de la diversité qu'on voit de plus en plus aujourd'hui à la télévision et qui sont rarement très très foncés quand il s'agit de personnes d'ascendance africaine. Donc voilà, ce sont des questions auxquelles nos intervenantes et nos intervenants et notre intervenant vont répondre chacune et chacun à leur manière. Alors je vais brièvement vous présenter, et puis donc je vous laisserai ajouter les éléments qui vous paraissent pertinents pendant vos interventions. Alors on va commencer par écouter Françoise Thierry, qui est belgo-burundaise, qui est enseignante de formation, coordinatrice d'un centre d'alphabétisation et écrivaine, et puis qui s'attelle aussi à la peinture et à la déclamation. Elle abordera au travers de son parcours la question du métissage belgo-burundais et de l'héritage colonial,
Ensuite, nous écouterons François Dadeski, qui est belgo-rwando-haïtien, économiste de formation, qui a une longue carrière professionnelle dans et auprès des institutions internationales liées au développement et à la coopération au développement. Lui reviendra sur la question du métissage belgo-africain à l'époque coloniale. Il nous parlera aussi du militantisme contemporain des métis issus de la colonisation en Belgique. Puis nous partagera sa vision du rôle des métis et des afrodescendants dans l'avenir des rapports Afrique-Europe. Nous entendrons ensuite Dana Skurmans, qui est belgo-haïtienne, doctorante en sciences de la communication à l'UCL. Ses recherches portent sur l'inclusion numérique. Elle est aussi experte auprès du réseau des jeunes professionnels d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, donc en anglais le African, Caribbean and Pacific Young Professional Network. Elle nous parlera du métissage comme opportunité de créer des ponts entre les cultures, en l'occurrence entre l'Europe et les Caraïbes. Et enfin, nous aurons le plaisir d'entendre Lisette Lombe, qui est artiste belgo-congolaise et qui, je la cite, crée des objets poétiques, textes, collages, performances, installations qui nous font voyager entre l'Europe et l'Afrique. Lisette est fondatrice du collectif El Slam et également enseignante de formation et job coach. Elle abordera à partir de sa pratique professionnelle la question raciale dans la Belgique et l'Europe d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la parole. Françoise, tu peux commencer. Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose quelques réflexions résultant de mon parcours de métisse belgo-burundaise, relatées dans mon livre Sous le rideau, la petite valise brune, qui a été édité chez Méo Éditions. Mon intervention s'articulera autour de 4 points. Premièrement, tenter de montrer le poids du contexte dans nos modes de pensée, dans la manière de penser la question du métissage. Deuxièmement, la nécessité de rouvrir le chapitre de la colonisation pour mieux comprendre les mécanismes de rejet et de discrimination encore à l'œuvre actuellement. Quatrièmement, tenter de relever dans mon parcours personnel les ingrédients de ma construction identitaire. Et enfin, un questionnement sur les paradoxes du concept même de métissage en termes d'enjeux pour l'humanité. Je suis issue d'une mère burundaise et d'un père présumé belge en 1961, à l'aube des indépendances. Je suis née à une époque charnière où le métissage n'était pas synonyme de pont entre des porteurs de cultures diverses ou encore d'un partage enthousiasmant de richesses culturelles. Les enfants métis n'étaient pas non plus les fruits de parents aimants, enfin tous en tout cas n'étaient pas tous le fruit de parents aimants, libres, ouverts à des logiques sans frontières. Pour comprendre la conception des métis à l'époque coloniale, il faut retourner au texte législatif de l'époque où, pour faire court, l'existence même des métis, accident imprévu dans le programme colonial, était une aberration, voire un danger susceptible de compromettre la suprématie de l'homme blanc. Nous avons successivement été nommés les enfants de la honte, les enfants du péché, pour les plus bienveillants, les enfants de Dieu, ou encore des mulâtres, mélange entre une jument et un âne. C'est vraiment peu dire que notre image sociale était négative. Je fais donc partie de ces métis qui portent l'histoire coloniale dans leur peau. Étant née en 1961, je ne peux donc pas témoigner de la vie de métis dans la période coloniale. Je suis arrivée en Belgique bien après que les enfants métis de l'Institut de Savé au Rwanda furent évacués en Belgique. Contrairement à eux, je suis amnésique de tout ce qui s'est passé avant mon arrivée qui est le début de mon livre, et c'est bien de cette construction identitaire forgée sur l'oubli qui est le point de vue de mon livre et sur lequel je vais m'attarder dans ma réflexion présente. L'origine de l'oubli est datée dans mon histoire. Après avoir été dans différentes maisons d'accueil, l'une d'elles m'adopte. Le prêtre qui s'est chargé de moi depuis l'aéroport de Zaventem était très présent dans le début de ma vie adoptive. À la question de ma mère adoptive, soucieuse du comment répondre à mes éventuelles questions sur mon passé, la réponse du prêtre fut « Il vaut mieux pour elle, pour vous, pour tout le monde, de rayer tout de son passé. » J'étais jeune, mais j'ai capté cette réponse et la peur d'être envoyée à l'orphelinat, qui était souvent évoquée par ce prêtre, j'ai aidé mes parents en ne posant plus jamais de questions sur mon passé. Plus, je me suis exercée à oublier chaque jour mon passé comme une sportive de haut niveau, par un travail ardu d'assimilation, c'est-à-dire la négation d'une part de moi-même. Ce qui a provoqué une division en moi
qui je mettrai des années à tenter de réunir. Si la langue d'origine et les images sont effacées, il reste que le corps n'oublie pas. Sa mémoire a stocké des quantités d'émotions, de sensations qui inconsciemment ont orienté ma vie vers cette quête identitaire dans ma vie adulte. Lors de cette quête, je comprendrai que l'oubli que je vivais comme étant une particularité individuelle était l'exact miroir d'un oubli collectif organisé par l'administration coloniale, l'Église et, je dirais, l'esprit de la société à l'époque. Oubli qui reflétait effectivement ce que j'ai compris que nous étions, des secrets d'État. Les questions identitaires, pour le meilleur et pour le pire, sont au cœur de notre époque actuelle. Les portes d'entrée pour aborder cette question épineuse sont multiples. On peut l'aborder par l'angle de l'identité biologique, je n'ai pas le temps pour l'instant de rentrer dans cette question, ou encore par sa forme prescrite. Je veux dire par là que l'accès à la société passe nécessairement par des papiers d'identité. Travaillant depuis plus de 20 ans dans le champ de l'interculturel, nous savons combien l'absence de papiers sont un désastre sur la vie des personnes. D'ailleurs, le terme clandestin est hautement significatif. Rappelons que les métis coloniaux, du moins au Congo-Burundi, n'avaient pas de statut juridique. Par ailleurs, plus tard, nous avons tous plus ou moins été confrontés à des problèmes de papier et donc d'identité, puisque les informations contenues dans nos dossiers avaient été falsifiées. Bon nombre d'entre nous ont été rejugés pour avoir un acte de notoriété remplaçant notre acte de naissance. Néanmoins, la découverte de ces documents falsifiés donnait une explication sur ce sentiment de vide et d'inexistence que j'ai trimballé pendant toute mon adolescence. La troisième porte d'entrée pour parler des identités est celle sur laquelle je vais m'attarder. Je parle de l'identité construite. Cette dernière est le fruit d'un maillage complexe entre différents éléments extraits de notre environnement que l'on intègre en soi, que l'on relie à notre façon et qui, je dirais, forment un sujet singulier. Mon livre tente de faire voir que la vie agite comme un alchimiste de génie divers ingrédients qui vont me construire tel que je me présente aujourd'hui. Premièrement, mon milieu familial, véritable microcosme où se côtoyaient des gens de tous bords et où la mixité n'était pas un vain mot. Les livres, essentiels dans mon parcours, ma boulimie de lecture était proportionnelle à mon désir de rencontrer, à travers les messages des auteurs, des réponses à mes questions muettes. La peinture fut aussi mon langage premier. La nature, havre de paix, me repose de mon travail d'assimilation, car la nature ne demande rien. L'observation de la nature est une source infinie de connaissances sur ce que nous sommes bien au-delà des questions identitaires. Les rêves, messages clignotants dans l'inconscient et qui guident nos vies bien plus que ce que l'on croit. Et j'ajouterai les voyages et certaines rencontres. Tout cela, me direz-vous, n'a rien de particulier. Nous tous, nous nous construisons de cette manière. Eh bien, c'est bien cela mon propos. Être métisse n'a pas de caractéristiques particulières intrinsèques. Il porte juste dans cette peau une vérité aimée ou dérangeante que le métissage est le processus aléatoire sur lequel s'est construite notre humanité. D'autre part, que le métissage n'est pas toujours passé de manière paisible et harmonieuse. Je dirais même que le métis rappelle physiquement les conflits qui ont jalonné notre humanité. Enfin, pourquoi je revendique la réouverture du dossier colonial? Pourquoi je ne veux pas que ce passé soit oublié? Il n'y a pas si longtemps, j'entendais encore. Pourquoi revenir sur cette vieille histoire? Ou encore, moi je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je ne veux pas y être associée. C'est l'histoire de la Belgique, pas la mienne. Or, tous les jours, je vois débarquer des gens qui viennent d'ailleurs et certains d'entre eux proviennent de nos anciennes colonies. Je vous assure que pour eux, la colonisation n'est pas terminée. Or, que l'on veuille ou non, non seulement nous vivons ensemble sur un même territoire, mais nous avons un passé commun. Encore faudrait-il le reconnaître.
Sortir du silence et pouvoir en parler aurait pour effet, du moins, et c'est le minimum, pour ceux qui en ont souffert, de pouvoir tenter de se réparer. Nous sommes en 2018 et la Belgique, honneur à elle, a enfin reconnu officiellement l'histoire des métis nés sous la colonisation en votant à l'unanimité la résolution de ceux-ci. Cependant, il reste à transmettre à nos enfants, et ce dans les programmes scolaires tout particulièrement, les résurgences de la colonisation dans notre époque présente. Je pense que c'est un devoir de mémoire. À ceux qui refusent d'en parler, comment faire comprendre qu'il ne s'agit pas de juger des êtres en particulier, comme nous, actuellement, nous nous dépatouillons avec un contexte qui nous dépasse. Il s'agit de mieux comprendre que maintenant encore, les lois qui nous gouvernent peuvent porter les germes de comportements racistes, de rejet et de discrimination. Le principe qui devrait nous réunir tous, et nous sommes tous des êtres humains, principe qui en réalité semble difficile à tenir. Ce principe suppose que l'État se dote des moyens pour inscrire dans les pratiques éducatives, sociales, politiques, économiques de nouveaux modes de vivre ensemble. Peut-être que là, les métis, mais comme beaucoup d'autres, auraient un rôle à jouer, car nous avons appris à transformer nos contradictions en atouts. Il est temps de choisir ensemble les valeurs qui organisent notre humanité de demain, ou si vous voulez, notre métissage futur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Françoise. Oui, Dana, c'est à toi. Ah non, pardon, excuse-moi, je suis en train de... François, c'est à toi. Merci. Merci à la Maison du Livre et au Centre du Librex de cette opportunité qui nous est donnée. Je crois aux prophéties. Et donc, je me suis souvent posé la question comment je suis arrivé à croire aux prophéties et avoir une vision des événements qui vont arriver. Évidemment, en faisant des recherches généalogiques, j'ai découvert que mon grand-père maternel était biru, ça veut dire traditionnaliste, et c'était lui qui devait interpréter les signes et en faire part au roi qui prenait des décisions. Et donc, dans ma vie, il y a plusieurs moments qui sont arrivés et qui m'ont forcé à me projeter à l'avenir. Et en réalité, j'ai construit ma vie sur l'idée et le sens que j'avais sur le futur. Le premier événement, c'était un événement dû à la discrimination coloniale. C'est que mon père a eu un terrible accident de voiture quand il était en Afrique. Il a dû être rapatrié d'urgence. La discrimination raciale s'est posée ainsi chez nous, c'est que mon père nous avait reconnus, avait voulu épouser mon épouse, mais bon, la bureaucratie, le contexte empêchait des mariages mixtes à l'époque. Il a fait un mariage coutumier. Et quand nous avons obtenu l'autorisation de repartir avec notre père en 1953, en octobre 1953, le système discriminatoire n'autorisait pas les gens de couleur de venir en Belgique. Il n'y avait que les citoyens belges et les gens de couleur qui avaient une carte d'identité belge. Et donc, à notre naissance, au lieu recevoir une carte d'identité belge, nous avons reçu une carte d'immatriculé indigène. Bon, ça semble dérisoire, mais le fait d'avoir une carte d'identité belge, vous bénéficiez des droits civils, et une carte d'identité indigène, vous étiez hors des droits civils. Et donc, sous la colonisation belge, il y avait maximum 2% de la population qui jouissait des droits civils. Et donc, le problème qu'il a eu lors de son rapatriement, c'est que lui, en tant que citoyen belge, il pouvait venir en Belgique, il pouvait être évacué en Belgique. Nous, comme on avait des cartes d'identité indigènes immatriculées, ça nous était interdit. Et en réalité, on aurait dû recevoir une carte d'identité belge, vu que notre père était belge, notre mère était sujet belge, pas citoyen belge, et nous étions nés sur un territoire belge. Mais l'administration nous a immatriculés en tant qu'indigènes pour nous refuser l'accès à l'école belge. Et donc, on n'a pas pu aller à l'école belge. Et la seule école qui donnait un enseignement de niveau belge, c'était l'orphelinat des métis. À l'époque, ça s'appelait l'orphelinat des mulâtres de Savé, géré par les Sœurs Blanches. Et donc, on a eu la situation assez curieuse, c'est que nous n'étions pas orphelins, mais on nous a mis en pensionnat
dans un orphelinat. Et donc, j'ai fait la connaissance de quelque chose que je ne connaissais pas. On avait une situation privilégiée vu qu'on était les seuls qui pouvaient rentrer le week-end et pendant les vacances, vu que mon père avait une plantation à 3 km de cet orphelinat. Et en fait, il avait une plantation. Pourquoi ? Parce qu'il était directeur à la mine étain. Le fait qu'il a épousé une Africaine, il a été licencié. Mais bon, il a été licencié. Il a pris ses responsabilités, il a fait un commerce de grande plantation de café, plus un commerce de bovins entre l'Ouganda et le Katanga, vu qu'il y avait les mines de cuivre au Katanga, et donc il y avait beaucoup de travailleurs et ça avait besoin de viande. Bon. Pour pouvoir rentrer en Belgique, il a dû intervenir. On a eu une chance, c'est que notre grand-mère était résistante pendant la guerre 14-18, et son chef de réseau, c'était la princesse Marie de Cruy, qui était la meilleure amie de la reine Elisabeth. La reine Elisabeth est intervenue en disant, écoutez, monsieur Leys qui rentre, avec tout le monde, femmes, enfants compris. Très bien. On est arrivé à l'aéroport, on devait monter dans l'avion, et qu'est-ce qui s'est passé ? Le pilote de la Sabena avait les instructions de la Sabena, c'est que ne pouvait rentrer dans un avion belge que des citoyens belges. Et donc, il a dû parlementer. Heureusement, dans le même avion, il y avait le roi du Burundi qui était là, qui était un ami de mon père, qui est intervenu, et ils ont coupé la poire en deux. On dit, écoutez, monsieur est-ce qu'il peut rentrer avec ses 5 enfants, mais leur épouse doit rester au Rwanda. Et donc, les moteurs tournaient, tout le monde s'énervait, etc. Mon père a dit, écoutez, on rentre, dès que je rentre en Belgique, on va intervenir. Et donc, c'était une affaire absurde, mais au moment où j'ai quitté le Rwanda, ma mère m'a dit, voilà, tu fais ça toute ta vie et on se retrouvera un jour. Ça m'a pris 25 ans pour la retrouver. Et donc, dès que je suis arrivé en Belgique, on était dans un système, bon, on est arrivé en famille, vu qu'on était reconnus. Notre grand-mère nous a pris en charge, etc. Malheureusement, elle est morte 2 ans après et on s'est retrouvés à la rue. Et donc, on a été recueillis par une association qui s'appelait Association pour la protection des mulattes. Il y en avait 60 qui étaient sous cette association. Le président de l'association, qui était un grand responsable du lobby colonial, le maître Paul Coppens, professeur à l'UCL, nous a pris dans sa famille d'accueil. Donc, dans notre malheur, bon, on n'est pas tombé trop bas, mais on était pauvre, vu qu'il y a eu une entourloupe. Mon père était un homme très fortuné. Avec la disparition de notre grand-mère, son frère a fait une captation d'héritage. Et voilà, on a dû recommencer par le bas de l'échelle. Mais ce qui m'a permis, disons, de rebondir, c'est que je savais qui on était, je savais d'où on venait. Je savais que mon père aimait son épouse, qu'on était nés d'une union d'amour. Et j'ai décidé, mes frères et moi, on a décidé de se battre pour la retrouver, pour redevenir ce qu'on est, ce qu'on était, retrouver une dignité, et ça a guidé toute notre vie. Et donc on a vécu la période coloniale ici. Aussi curieux que ça paraisse, je suis un des rares qui a vécu la période coloniale, vu que j'étais ici en 53. De 53 à 60, il y avait un paternalisme assez sympathique, je dirais, pour les métis. On était dans des pensions, etc. On avait toujours la meilleure part, on nous mettait en avant, etc. Mais j'avais quand même compris que pour réussir, il fallait étudier, saisir toutes les opportunités. On l'a fait. Et derrière ma tête, il faut retourner en Afrique et retrouver notre mère. Bon, ça m'a pris du temps. Mais au hasard des rencontres, on rencontre des gens qui vous boostent. Il y a un missionnaire à 15 ans qui m'a dit, écoutez, vous savez, vous êtes un métis, je vais vous donner un tuyau. Si vous voulez être vous-même, il faut que vous acceptiez votre double identité. L'identité européenne, l'identité africaine. Si vous parvenez à créer une harmonie entre ces deux-là, vous pouvez rebondir et utiliser le métissage comme un atout et pas comme un handicap. J'ai suivi son conseil et ça m'a franchement vraiment aidé. Et donc, professionnellement, j'ai tout fait pour retourner en Afrique. Il y a eu des malchances, etc. Et finalement, bon, on a pu retrouver notre mère, on a pu recréer une famille recomposée. Mais, comme je vous disais, cette affaire de prédiction, en 1966, le général de Gaulle avait sorti une prédiction excessivement intéressante en disant que le jour où la Chine deviendrait une grande puissance, l'URSS se souviendrait qu'elle est russe, donc européenne, on fera une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Mais avant ça, il faut que l'Europe comble ses faiblesses en matières premières, en énergie, en espace et en main-d'œuvre jeune. Et la seule façon de le faire, c'est de faire un accord privilégié avec l'Afrique pour que l'Europe redevienne quelque chose
dans le cadre d'une Euro-Afrique. Et donc, pour moi, ça a été une illumination. Et donc, je me rendais bien compte, en voyant toutes les vagues d'immigration en Europe, que ce soit portugais, italien, etc., voilà, les gens commençaient au bas de l'échelle, éboueurs, balayeurs de rue, etc. Mais au fur et à mesure que leur pays se développait, que l'Italie devenait une puissance industrielle, l'Espagne, Portugal, etc., etc., je voyais très bien que dans le regard des Européens, des Belges, ça facilitait l'intégration de Belges de ses origines. Et donc, directement, je me suis dit, en fait, et je l'ai remarqué en vivant en Amérique latine, aux Caraïbes et aux États-Unis, même si nous, Euro-africains, parce que maintenant j'utilise de plus en plus le terme Euro-africain, parce que métis, il peut y avoir des métis euro-africains, des métis eurasiatiques, etc. Et travaillant avec les membres de la diaspora africaine, je me suis rendu compte que ça pouvait être ambigu de prendre le terme métis. Hein. Métis, c'est déjà mieux que mulâtre, mais je vous assure maintenant, peut-être qu'un terme Euro-africain, ce sera plus, je dirais, conforme à ce que nous sommes. C'est que les gens qui ont une origine africaine, ils seront toujours questionnés par rapport au développement de l'Afrique. Et donc, j'ai très bien compris qu'en tant qu'Euro-Africains, si on voulait s'intégrer en Occident, le développement de l'Afrique nous faciliterait cette intégration. Le jour où l'Afrique est une puissance économique, scientifique et technologique, on ne nous questionnera plus sur nos compétences et nos talents. Et donc, au final, j'ai servi l'Afrique pendant X années. Je passé 20 ans sur place et essayé de les aider, des conseils stratégiques, création d'entreprises, etc. Et j'étais excessivement heureux. Et donc, je suis revenu en Belgique en me disant, bon, voilà, travail accompli, etc. Et j'ai eu des chances assez extraordinaires dans ma vie. C'est que la Belgique, en 2000, a reconnu que j'étais un Belge, vu qu'ils m'ont offert une position pour représenter la Belgique dans les relations entre la Belgique et les 80 pays d'Afrique, Caraïbes, etc. Et donc j'avais cette satisfaction. Et du côté du sud de l'Afrique ou même d'Haïti, ils m'ont aussi donné la satisfaction de me reconnaître comme un des leurs en me donnant des missions. Donc j'étais persuadé en 2010 que je pouvais prendre une retraite après devoir accompli en réalisant une partie de mes rêves. Et que s'est-il passé en 2011 ? Il y a eu la CG Soma, poussée par des métis néerlandophones, qui voulaient rouvrir le dossier tabou des métis issus de la colonisation. Une première réunion à la CG Soma, et vraiment, après autant d'années, de se retrouver une centaine de métis, et de retrouver des métis que je n'avais plus vus depuis 60 ans, on était dans le même orphelinat, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. On s'est vus. Il y avait Jackie Gougeber, je ne sais pas s'il est dans la salle, avait fédéré les métis néerlandophones. Et moi, vis-à-vis de mon frère qui avait fondé la création, qui avait créé les anciens savaient, j'avais les contacts des métis francophones. On a mis tout ça ensemble. Et de 2011 à 2015, ça a été un bouillonnement de tout. On parlait du passé, des métis, etc. Et en 2015, on a eu une métisse de deuxième génération, Heidi de Ruder, seconde génération, qui a fait du ramdam en Flandre, alerté les journaux, la télévision, etc., en disant qu'elle avait un problème, c'est que sa mère était une métisse coloniale, qui était à Savé, et elle connaissait la généalogie de son père, tout, mais sa mère, zéro, elle s'est fermée. Elle a fait un déni du passé, elle s'est fermée sur elle, et elle avait un sérieux problème, et elle s'est battue pour savoir l'histoire de sa mère. Et elle a commencé à faire tellement de bruit que les autorités flamandes, qui entamaient l'ouverture d'un autre tabou, c'est les jeunes filles flamandes qui avaient subi des adoptions forcées, poussées par l'Église catholique, qui était maîtresse totale dans cette Flandre. Quand il y avait une fille mère, qu'est-ce qu'on faisait ? Les curés le prenaient, les amenaient en France, on pouvait accoucher sur X, et puis il y avait des adoptions. Mais après X années, ça s'est réveillé parce que et Heidi de Ruder était dans une association, Mater Matuta, dans laquelle il y avait quelques métis coloniales qui avaient aussi subi cette affaire. Elle a intégré le dossier. Jackie nous a téléphoné et dit, écoutez, venez, on commence les auditions. Après 40 ans hors de Belgique, mon néerlandais était très faible. Heureusement que je parle allemand. Et donc, on est passé, on a mis tout ça, etc. Et ça a fait du bruit. Et grâce à ça, le dossier métis est passé avec ouverture des archives, etc. Et après les auditions, la Mater Matuta nous a dit, écoutez, vous savez, on a fait ça pour les métis flamands, on va le faire pour les métis francophones, on va vous aider, on va aller dans les parlements. On s'est réunis, Jackie, Heidi et Sandra, et on a discuté, on s'est dit, écoutez,
C'est très bien qu'une association belge, vraiment qui a du cœur, fait ça, mais si on veut, vis-à-vis de la population belge, montrer qu'on est adulte, on est obligé de créer une association et aller au front tout seul. C'est ce qu'on a fait. Et la suite, bon, je peux raconter ce qui s'est passé, la suite, et puis cette démarche parlementaire, mais je terminerai en disant une chose, c'est que lors de l'Assemblée constituante en août 2015, j'avais dit à tous les métis qui étaient dans la salle, j'ai dit, écoutez, il faut qu'on fasse très attention au combat qu'on mène. On doit mener 3 combats. Il y a un combat sur le passé. On veut la vérité et la réparation des séquelles de cette discrimination. Ça, c'est un combat. Il y a le deuxième combat qu'on doit faire avec tous les afrodescendants. C'est le combat contre le racisme institutionnel et les discriminations en Belgique ou en Europe. C'est un deuxième combat. Et un troisième combat, j'ai remis ça sur le tapis, c'est l'opportunité pour les métis de se positionner vis-à-vis, disons, de ce nouveau partenariat équilibré entre l'Europe et l'Afrique, où, à mon avis, fondamentalement, et pour régler nos contradictions, et c'est notre atout, de se positionner là, qui donnera des opportunités d'emploi, des opportunités, etc. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on est au final de la première partie, et j'ai envoyé une note à quelques amis métis en disant... Pour la deuxième partie, j'ai vu qu'il y a des associations qui existent et qui font ce combat au niveau européen. J'ai été à la semaine ici, la semaine des afrodescendants au Parlement européen. Tout ça est bien ficelé, etc. Moi, laissons-les faire, ceux qui veulent les rejoindre, très bien. Mais il y a un troisième combat qui est ce combat sur les opportunités professionnelles et l'épanouissement. Et donc, j'ai rencontré la présidente que je connais très bien de votre association, etc. Je lui ai dit, écoute, je vais bien vous ouvrir les portes, essayer de trouver des financements, mais c'est vous, là, les jeunes métis, là, dynamiques, bien positionnés, qui devaient prendre ce combat. Elle a accepté, et donc, mi-juin, on a une première réunion au Parlement européen pour démarrer ce positionnement des Euro-africains, qu'ils soient métis ou qu'ils soient membres de la diaspora africaine, qui se positionnent dans ce combat du futur qui, à mon avis, est le véritable destin des métis. Je vous remercie. Merci beaucoup, François. Voilà, Dana, cette fois-ci, c'est à toi. Bonjour à tous. Premièrement, je tenais à vous remercier de m'inviter ici à ce panel sur la signification du métissage. C'est un topic, un thème qui m'est très cher, bien évidemment, puisque je suis métisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être métisse pour moi ? En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme de Port-au-Prince qui rend visite à l'Europe, à Bruxelles, et qui voudrait voir Mannekepis avant de repartir au pays. C'est aussi l'histoire d'un homme qui habite Bruxelles, qui est né d'un couple flamand et qui passe par la Grande Place. C'est l'histoire donc de 2 personnes qui se rencontrent et qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et c'est une histoire improbable, puisqu'il y a 4000 km qui les séparent. Il y a 2 cultures qui se rencontrent, il y a 2 générations qui se rencontrent en plus. Mais il y a quelque chose qui les unit, c'est la devise de leur pays. L'union fait la force. Donc c'est un premier élément de réponse. Qu'est-ce que c'est le métissage pour moi ? Le métissage pour moi, c'est l'amour. C'est le fait de se rencontrer. C'est les générations qui nous ont précédés et celles qui sont à venir. Mais le métissage, c'était aussi pour moi une responsabilité. C'est la responsabilité de réfléchir à la question du métissage, de l'interculturalité, de la multiculturalité, peu importe le terme qu'on utilise, mais de réfléchir ensemble quel futur veut-on ? Et cette question, je l'aborde par le prisme du développement des nouvelles technologies, puisque je suis chercheuse à l'UCL, je fais une thèse sur l'inclusion numérique, donc j'essaye de réfléchir comment peut-on utiliser les nouvelles technologies, donc l'Internet, les smartphones, etc., pour créer plus d'émancipation, plus d'inclusion, plus de vivre ensemble, tout simplement. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est prendre l'idée de Milot Douéhi, qui pense que, et je le suis totalement, que la digitalisation permet en fait un nouveau regard sur la société.
Elle permet de réfléchir l'humain, en fait, en termes humanistes. Donc, on remet la personne, l'individu, au centre des débats, en fait. Et c'est une idée que je suis, bien évidemment. Je pense effectivement que la convergence entre la multiculturalité et le fait que la société se digitalise de plus en plus est un potentiel, en fait. Et donc, dans le cadre de ma thèse, j'argumente que je travaille sur les jeunes ici à Bruxelles. J'argumente que les jeunes sont la première génération qui sont nés dans le numérique. Le numérique fait partie de leur quotidien. Et en plus de ça, c'est pas la première génération, mais c'est aussi une génération qui est porteuse de culture, d'histoire, de tradition. Et donc, si on arrive à converger ces deux choses-là, je pense qu'on peut arriver à un résultat magnifique, une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser et réfléchir le monde. Et donc, j'aime bien aussi l'idée du Global Village, donc qu'on fait partie d'un monde où nous sommes de plus en plus connectés, que tout le monde est connecté. Mais je pense quand même, il faut être un peu critique. Je pense que malgré le fait qu'on soit connecté, qu'on ait l'accès, qu'on ait les compétences, les usages, si on n'arrive pas à se connecter réellement dans le sens de créer, on va dire, une valeur commune, nous sommes, on peut reprendre peut-être des termes très durs, voués à être, failed, je trouve le mot raté en fait. Donc en fait, je pense que c'est très important quand nous utilisons ces technologies pour vraiment créer une nouvelle identité partagée à travers les différents continents. Et dernièrement, qu'est-ce que ça veut dire être métisse pour moi ? Être métisse pour moi, c'est aussi une ambition, c'est un engagement politique en fait, c'est une mission, c'est l'envie en fait de créer des ponts entre l'Europe et les Caraïbes, puisque ma maman vient d'Haïti, et c'est quelque chose que j'arrive à développer dans le réseau de ACPYPN, comme on m'a présenté, et dans le cadre de cette association-là, ça me permet effectivement de créer des ponts entre les deux, entre les deux continents d'un point de vue politique. Et nous, entre autres, ce que j'ai pu faire grâce à ce réseau-là, c'est de vraiment influencer les politiques en matière d'inclusion numérique, puisque ça, c'est ma spécialisation, mon expertise, et vraiment réfléchir comment mettre en place des politiques qui permettent de développer un monde numérique de plus en plus inclusif, dans lequel chaque personne a le droit de participer à ce débat. Et donc, en fait, pour conclure, qu'est-ce que c'est être métisse ? Pour moi, c'est le passé, c'est donc l'amour, c'est qui je suis, c'est le présent, c'est ma profession, c'est la façon dont je me positionne dans le monde, c'est aussi le futur, c'est donc mon engagement politique et l'envie de créer des ponts entre l'Europe et les Caraïbes. Voilà. Merci Dana. Alors maintenant, on va écouter Lisette qui va conclure. Bonjour. Moi, le métissage, c'est cette étrange chose entre... vous pouvez être citoyenne d'honneur, moi j'habite à Liège, vous pouvez être citoyenne d'honneur de votre ville, et puis un jour ou l'autre, sur le pas de votre porte ou dans un supermarché, être traité de sale négresse. Mon métissage, c'est ça en fait. C'est cette étrangeté, là, cette pièce à double face. Et c'est un peu de là que je vais prendre ces 10 minutes quoi, pour partager avec vous. Donc mon père est congolais, ma mère est belge. Et nous, dans notre famille, je reprends chaque fois cette métaphore-là, on a été élevés un peu... c'était la toile cirée, c'est-à-dire que vous mettez sur vous un imperméable, une toile cirée, et la pluie, vous voyez, ne vous mouille pas. Et donc c'était la même chose pour toutes les questions de racisme, donc c'est-à-dire que mon père nous élevait comme ça, il y a une espèce de racisme ambiant, de bêtise, d'ignorance, et ça ne doit pas nous perforer le cœur, ça ne doit pas nous déchirer de part en part. On met l'imperméable et on trace. Donc c'est les rails de l'intégration, c'est il faut être première de classe, il faut aller à l'université, il faut devenir enseignante, il faut faire des enfants. Et voilà, les rails de l'intégration, avec très peu de questionnements sur
sur l'identité, la partie africaine, la partie noire. Voilà, on trace sa route. Et puis tout d'un coup, une agression raciste extrêmement violente dans un train, où normalement, quand moi j'entends ça, donc des propos racistes, je mets la toile cirée et je reste. Et puis là, tout d'un coup, il y a le fait de se lever de cette banquette de train, de dire non, retourne dans ton pays, non, je suis né à Namur, va apprendre à écrire, non, je suis universitaire, je suis professeur de français. Et dans ce lever de banquette, il y a ce qui fera ma reconversion professionnelle, c'est-à-dire de monter sur scène et de pouvoir inverser le mouvement, de pouvoir, plutôt que d'être dans l'écoute et dans recevoir des choses, être dans une position humble, d'essayer de comprendre, de pouvoir dire. C'est-à-dire de dire non, c'est pas juste, je ne suis pas d'accord. Il y a une inversion du mouvement dans cette prise de parole sur scène. Je prends mes feuilles, excusez-moi. Je suis, c'est la vie, cet enfant. Et la poésie permet ça, c'est-à-dire une transformation de la colère qui ne partait plus en fait. Il y a eu cette déchirure et ça ne partait plus. Et donc c'est comme si les 9/10 de ma vie, j'avais vécu, enfin en tout cas représenté cette génération qui est le cul assise entre deux chaises dans un grand écartèlement, et on n'est ni ça ni ça, on est à la fois et ça et ça. Et puis la poésie, moi, m'a permis, et notamment dans un spectacle qu'on fait pour le moment qui s'appelle Congo Eza, on est avec Joël Sambi et Badi qui est un rappeur, où on se nomme génération bien assise, le cul entre deux chaises, c'est-à-dire création d'une autre identité. Moi, si je rentre à Kinshasa, Mundele, je sens que c'est la terre où j'ai été créée, mais je sens que je n'y suis pas chez moi. Et quand je suis en Europe, je suis comme plein d'autres amis métis, je reste cette basanée, je reste cette étrangère, je reste assignée à la moitié de mon sang, je reste assignée à mes origines paternelles, quoi que je fasse, de toute façon. Donc il faut en faire quelque chose. Dans les métis que je rencontre, je travaille d'une part avec des personnes qui viennent de l'entrepreneuriat, donc c'est-à-dire qu'il y a une énorme effervescence, il y a de l'optimisme, il y a quelque chose d'extrêmement dynamique. Business is business, donc la couleur importe peu à ce niveau-là. Je travaille avec des artistes et là, il y a de nouveau cette effervescence, ce dynamisme, c'est-à-dire que chacune à titre individuel porte sa voix bien fort sur scène et revendique des choses. Et je travaille avec des militantes et là aussi, c'est la même effervescence, le même dynamisme avec des revendications de pouvoir se nommer. Alors, est-ce qu'on se nomme africain, est-ce qu'on se nomme afropéenne, est-ce qu'on se nomme afrodescendante, etc. Mais il y a une volonté de se nommer et il y a des revendications. Et ce dont je m'aperçois, c'est que la plus jeune génération, puisque moi je vais en avoir 40, c'est comme si elle se réemparait de quelque chose, parfois, la génération intermédiaire, il y a un truc qui a sauté, ou des œillères, ou quelque chose, un couvercle, où on veut plus entendre parler de certaines questions, on a envie de se poser, etc. Et puis c'est comme si les jeunes, les métis, les carterons, etc., récupéraient un combat, quelque chose qui n'avait pas été totalement digéré, et le refaisaient leur, en fait. Je sens fort ça chez mes jeunes collègues artistes. Après, à côté de cette effervescence et de ce beau dynamisme, ce bel optimisme, il y a quand même toutes les questions qui sont centrales qui se posent, c'est-à-dire l'histoire coloniale ou la non-histoire coloniale, donc toutes des choses qu'on peut pas évacuer. La question du colorisme qui est encore là, c'est-à-dire à l'intérieur des communautés noires, mais aussi la question des métis entre guillemets qui sont petits blancs. Je prends le cas par exemple du Congo. Tout ce qui est racisme d'État, la droitisation de la société, la décomplexion, la libération de la parole raciste. Et pour moi, ce qui est central dans mon combat, les rapports de classe. Parce qu'évidemment, l'épanouissement individuel sans émancipation collective, ça a peu de sens. Donc ce rapport de classe, il est extrêmement central dans toute cette question qui nous occupe sur les questions de racisme. Et dans les exemples, j'en ai pris 3. Dans les exemples de métis que moi je rencontre, je vois des élèves qui sont nés ici en Belgique et qui sont des bombes à retardement, qui savent pas où ils sont dans des grandes quêtes identitaires et dans des grandes recherches de sens,
mais qui sont assignés à leur partie noire. Et donc, il y a quelque chose de différent, je pense, par rapport à ma génération, c'est qu'ils ne s'en laissent plus compter, très jeunes, et il y a une forme de lucidité qui peut parfois être, pour nous, qui peut nous déstabiliser, c'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné pour vous, en fait, et on le sait, ça ne fonctionnera pas pour nous. Et donc, il y a une espèce de coupure, de non-espoir, voilà, avec certains. Qui peut parfois faire un peu froid dans le dos. Je travaille sur des questions de burn-out aussi, étrangement. Et puis quand je croise des personnes afrodescendantes, puisque c'est un sujet tabou, la santé mentale, c'est une histoire de blanc, donc voilà. Que me disent ces femmes, parce que je travaille souvent avec des femmes, que il y a beaucoup de choses à porter et qu'elles aimeraient bien de la reconnaissance là-dedans, et que c'est difficile pour elles en fait d'être dans un grand système raciste et de faire comme si ça n'avait pas d'impact sur les individus et sur la santé mentale et sur la santé physique. Et puis il y a 15 jours, on était à Liège avec une rencontre afroféministe, et là ce que je vois avec ces jeunes femmes, alors elles sont afrodescendantes mais il y a des métisses aussi parmi elles, et qui se sentent très seules dans ce qu'elles vivent, ont très peu de lieux où elles vont se réunir. Nous on est à Liège, à Bruxelles il y a une plus grande effervescence, mais en tout cas à Liège, le fait de pouvoir être ensemble, de se rendre compte que cette violence structurelle, c'est-à-dire quand on vous parle petit nègre, quand vous vous présentez à l'administration, par rapport au corps médical, par rapport à la police, etc., enfin tous les lieux institutionnels, là tout d'un coup elles sont ensemble, et c'est se dire je suis pas paranoïaque en fait, je suis pas seule, il y a quelque chose quand même qui se passe à un niveau plus large. Voilà, de ce que je vois moi dans mon quotidien. Après, les deux sont là, c'est-à-dire que c'est vraiment une double énergie, à la fois cette espèce de grande mobilisation, de grande effervescence, de grand dynamisme, de grand optimisme, et à la fois cette espèce de force plus froide, je dirais, et plus une espèce de lucidité froide, et quelque chose de plus questionnant. Voilà. Alors que moi, je peux traduire dans un texte, puisque il me reste 2-3 minutes. Donc du coup, je vais vous faire un petit texte de slam. Juste vous dire, moi, c'est un outil que j'adore, donc c'est-à-dire la poésie. Et qu'en slam, simplement, donc le slam, c'est pas une forme de poésie, c'est un moment de poésie. Vous avez 3 minutes. En fait, ils ont inventé ce dispositif pour permettre que la parole soit partagée de manière démocratique, c'est-à-dire que je sois grand poète édité ou que je vienne faire mon premier texte en micro ouvert, j'ai droit à 3 minutes, pas plus. Et en général, on prend pas de feuilles pour éviter que le public s'endorme, et d'être bien connecté, d'être bien dans le partage. Et à l'intérieur des 3 minutes, on est totalement libre. La rime ou la prose, un sujet sociétal ou un sujet intimiste, et le flow, donc la rythmique. Il faut se respecter. Soit je suis une mitraillette, je viens du rap, pop, 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 ou soit je suis plutôt conteur, conteuse, et je vais mettre des très grands silences. Mais à l'intérieur des silences, comme dans le haïku, il y a plein de sens, forcément. Donc voilà. C'est 2 textes mélangés, mais c'est justement pour montrer la double face de la pièce. J'ai besoin d'un peu de participation, puisque le début du texte, vous allez voir quand je vais dire but, voilà, tout le monde dit but, comme ça je ne me sens pas seule au moment du but. Ça va ? Un cri. Un cri poussé en 2002. Coupe du monde de football au Japon. Brésil, Belgique. 8e de finale. Écran géant, effervescence. Ma sœur tout sourire, grande distinction à son TFE. 8e de finale, Brésil, Belgique. 21h05 heure locale, 35e minute de jeu. Relance rapide du gardien Geert de Verheyen sur son flanc droit. Geert de Verheyen, Nico van Kerkhoven, petit pont, grand pont, super balle à brésilienne. Appel de Van Buiten dans l'axe. Van Buiten, mais il doit lever la tête. Mpenza est seul à l'entrée du grand rectangle. Johan Wallem isolé sur son flanc gauche. Johan Wallem, directement pressé par 2 défenseurs brésiliens. Pas beaucoup de solutions pour Johan Wallem. Qu'est-ce qu'il fait? Longue transversale vers Jackie Peters. Jackie Peters, centre millimétré de l'attaquant de la Gantoise au second poteau. Tête de Marc Wilmots, But! Goal! But! C'est magnifique, mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer ici. Les supporters belges entament littéralement une hola. Robert Roissel saute dans les bras de son T2. Quel contraste avec le banc brésilien, c'est magnifique. Mais non!
Mais non! But annulé par l'arbitre jamaïcain. Match plié, match volé. Au final, 2-0, bagage valise, bye bye Japon, sayonara, les diables rentrent à la maison. Moi aussi, je suis de ces losers flamboyants. Moi aussi, j'ai porté le maillot. Moi aussi, j'ai mouillé le maillot. Championne de Belgique, championne d'athlétisme, championne de basket, championne de Wallonie. Moi aussi, je suis belge. Pourtant, ils m'ont dit, tu es une bamboula, une grosse guenon, un cancrelat. Tu es sale bougnoule. Ta mère a couché avec un nègre. Tu es une bâtarde. Ils m'ont dit, tu devrais retourner dans ton pays, dans ta brousse, dans ta hutte. Tu devrais remonter dans ton arbre, ta liane, tes bananes. Tu devrais remercier la Belgique de t'avoir accueilli, même si tu es né ici. T'intégrer, t'assimiler, t'encager, te corseter, te faire douter, te faire avoir peur, te faire avoir honte de ta couleur, te faire oublier tes frères et tes sœurs. Ils m'ont dit tu. Moi, je leur ai dit non, pas tu, je. Je m'appelle Lisette Lombe. Lombe à Lombe. Fille de Claire Monique de Jehet et de Jean-Marie Lombe Yangongo. Conçue à Kinshasa, née à Namur, 30 août 1978. Dans mon sang, il y a le Kasaï et il y a la Meuse. Il y a le 504 rue Kindou et le 88 avenue de la Pérelle. Il y a la cité congolaise, avec sa poudre à lessiver qui mousse dans les caniveaux. Et il y a la cité belge, avec son herbe qui pousse au pied des cages en béton. Dans mon sang, couleurs, odeurs qui se chevauchent, micaté, frites maison, lingala, wallon namurois et l'élégance des léopards. Dans mon sang, 2 corps, 2 cœurs qui ont dit merde à la norme. Premier noir, première blanche, secousse des grands-parents, rencontre du tiers-monde et du quart-monde qui donne un nouveau monde. Moi, passeuse de feu, semeuse de graines, voix des sans-voix, j'écris pour que mes enfants n'oublient pas de quel ventre ils sont nés. Ils m'ont dit tu, et moi je leur ai dit non, pas tu, nous. Nous sommes des griottes. Habillées de peau noire, des négresses, oui, mais des négresses ailées, aux plumes indomptables. C'est une magnifique conclusion, hein, que dire de plus? Mais on a encore, mettons, 10 minutes, un quart d'heure, je pense. On va un petit peu dépasser le temps, mais comme ça, on peut quand même converser un peu, poser des questions, échanger. Donc voilà, là, c'est le temps du dialogue avec le public. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des commentaires? Non, il faut vous réchauffer un peu. Mais alors moi, je vais peut-être poser une question qui sera un peu transversale à vous tous. C'est ce à quoi m'a fait penser, l'intervention de Lisette. Tu disais que la poésie te permettait de transformer ta colère. Et je pense que pour beaucoup de gens issus de la colonisation ou de ce qu'on appelle les minorités visibles, la colère était en fait un énorme problème. Quand tu parles de cette lucidité froide que tu vois chez la jeune génération, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'une colère froide? Et ma question aux 3 autres intervenants, c'est... dans vos interventions, en tout cas François et Dana, on voit le côté positif de la transformation, voilà, métissage comme un atout, etc. Mais qu'est-ce que vous en faites de cette colère, ou qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que ça vous parle déjà, cette question de la colère? Voilà. Françoise, la même question. Voilà. Oui, j'ai été très longtemps en colère. Alors là, une sérieuse colère. Et particulièrement lors de ma quête identitaire. Et je me suis rendu compte, avec le temps, que cette colère était absolument inutile, à part de me détruire moi-même. Et donc, cette colère, j'ai essayé, parce que comme beaucoup, là, on travaille beaucoup
en termes de métis. On essaie de prouver notre humanité quelque part, prouver qu'on est exactement comme on... Enfin, en tout cas, moi, je parle. Mon père adoptif, c'était... tu travailles, tu auras des études, tu fais des études. Enfin, c'était assez clair. Et donc, j'ai travaillé à ce qu'on me demandait d'être quelque part. Donc, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait des études. Bon, ça a pris du temps, mais j'en ai fait finalement pas mal. Je travaille encore beaucoup. Mais à côté de ça, je me suis... Il y a des choses qui sont là depuis très jeune. La lecture m'a amenée à l'écriture très jeune. Parce que quelque part, quand on ne sait pas parler, qu'on ne peut pas parler, puisqu'on ne peut pas en parler, on va devoir trouver quand même des lieux où on peut s'exprimer et jeter cette fameuse colère ou autre chose. Et donc, l'écriture, la peinture, l'art en général, moi, a été, voilà, ma bouée de sauvetage, on va dire. Et donc, cette écriture, parce que c'est mon premier roman, mais j'ai écrit depuis toujours, la peinture a été vraiment quelque chose vraiment de très très important. Et donc, je développais, disons, un certain nombre d'activités, on va dire, qui me permettaient justement de transformer cette colère en autre chose. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça avec le temps, parce que la colère... Ça peut être une énergie très importante si on la transforme, mais si elle n'est pas transformée, et je sais de quoi je parle, on peut effectivement, j'ai bien aimé l'expression qui était là tantôt, des bombes vivantes. Et donc, pour ne pas devenir ça, effectivement, ben voilà, j'ai trouvé d'autres canaux. Et je dirais aussi, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, les ingrédients qui m'ont constitué, qui m'ont permis de transformer cette colère, ben c'est ça, c'est la nature, la peinture, l'art, les rencontres, les voyages. Certaines rencontres ont été très importantes. Et je dirais que tout ce que j'ai appris, moi, de tous les éléments qui ont été à l'extérieur, c'était pour transformer cette colère. Voilà. Pour répondre à la question, je ne ressens pas de la colère, en fait. Par contre, ce que je me suis réalisé récemment, c'est que j'ai les cœurs fermés. Donc, c'est plutôt une forme de tristesse, en fait. Donc, sous les airs très optimistes que je me dois d'être, en fait, je sais qu'en fait... parce que je réponds un peu à ce que tu me disais, oui, tu as l'impression que les nouvelles générations sont beaucoup plus légères par rapport à la question du métissage, si j'ai bien compris. Mais en fait, c'est un double travail. J'ai l'impression que je continue à faire un travail en profondeur, c'est celui par rapport à l'esclavage, etc. Je suis haïtienne, donc c'est un passé lourd qu'on est en train de travailler, mais c'est sur deux fronts. Donc il y a des choses qu'on continue à faire en profondeur avec les générations qui sont derrière nous, mais en même temps, on intègre ce devoir d'être optimiste, en fait. C'est ça, en fait. Donc, voilà, c'est en fait ça que j'avais envie de partager avec vous. Donc, c'est pas de la colère, c'est l'incompréhension peut-être, mais c'est surtout beaucoup de volonté pour vouloir changer ça, en jamais oubliant ce qui s'est passé, en fait. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Oui. Écoutez, tout métis ayant cette contradiction innée en lui-même, ça débouche sur une colère. Mais la colère, il faut la transformer. Et donc, la transformation que j'ai faite, c'est l'action. Et donc, toute ma vie, cette colère a été transformée en action. La transformation d'une colère en action, par exemple de creuser la route pour les autres, vu que je suis un métis colonial, j'ai occupé des positions, j'étais le premier métis à occuper ces positions. Mon frère a été le premier métis haut fonctionnaire de l'administration belge. Il a été le premier métis qui était officier de réserve. J'étais le deuxième. J'étais le premier cadre d'un groupe colonial, le groupe de la Générale, métis. Et donc, c'était de l'action. Et en ayant cette position, je savais qu'on nous regardait plus que d'autres cadres. On était particuliers, on nous repérait. Et donc, il fallait être le meilleur pour que
les autres métis qui étaient derrière nous, ou que ce soit des afrodescendants, puissent avoir un chemin qu'on a débroussaillé. Donc ça, c'est la façon j'ai utilisé cette colère, réussite professionnelle et sociale, 10 ans de syndicalisme. Le syndicalisme aide à, je dirais, diffuser la colère, l'engagement militant. Bon, je me suis engagé dans des causes universelles, l'écologie, etc. À la limite, la création de l'association des métis de Belgique, etc. Mais j'avoue que heureusement que j'ai réussi, parce que si je n'avais pas réussi, me connaissant étant rebelle, j'aurais été révolutionnaire. Et donc, je dis, cette colère a été transformée en action positive, mais si j'avais réussi, il est clair que j'aurais fait de grosses bêtises. Voilà. Merci. On est fixé. Est-ce qu'il y a une intervention du public à ce stade? On a encore une dizaine de minutes. Quelqu'un veut poser une question? Oui, là au fond? Oui, là-bas. Je ne vous vois pas en fait, mais je crois que vous avez des lunettes. Voilà. Il y a un micro? Attendez, il y a un micro aussi. Attends, il y a un micro. Je voulais dire en fait que je pense que... Vous m'entendez? Non. Bizarre. C'est pas. Oui, il faut crier un peu à l'avant. Venez ici. Je vais être très brève. En fait. Ah, ça marche. Je suis sûre qu'en fait tout le problème vient de l'école. Je suis persuadée qu'en fait il faut enseigner l'histoire à l'école. Donc l'histoire des colonies, l'histoire du Congo et de la Belgique. On a eu des interventions de Congolais, de Congolaises, surtout en général c'est les femmes qui sont très porteuses dans tout ça, qui disaient qu'à l'école en fait elles n'ont rien appris sur le Congo. Les 80 ans d'histoire donc de la Belgique et du Congo, mais nulle part dans les livres scolaires, quoi. Que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université. Comment ça se fait? Alors il ne faut pas s'étonner que les gens ne savent pas où ils sont, ils ne comprennent pas d'où ils viennent. C'est très important en fait, je pense, cette histoire scolaire. Donc il faut que les jeunes apprennent maintenant dans les livres au Congo et dans aussi les colonies. Il faut des gens qui fassent ces livres évidemment et qui écrivent une histoire du Congo, une histoire de la Belgique et du Congo, et du Rwanda et du Burundi. Toujours pas arrivé. Est-ce que vous avez entendu? Oui, bien sûr. Le scolaire. Je pense que si on apprend depuis petit d'où on vient, on sait qui on est plus facilement. Il y aura toujours des problèmes, de toute façon, des tensions. Mais au moins ça, c'est très important. Je peux donner une réponse, vu que j'étais en Belgique à l'époque coloniale. Eh bien, à l'époque coloniale, dans les livres d'histoire, tout le primaire, il y avait des pages sur la colonisation belge, l'œuvre civilisatrice de la Belgique, on voyait Léopold II avec sa grande barbe, ce que Léopold II avait fait, le barrage de la Gilep, l'avenue de Tervuren, le palais de justice, etc. Il y avait au moins le quart des livres d'histoire en Belgique, c'était sur la colonisation, mais avec une vue paternaliste. Et donc, ce qui s'est passé après la colonisation et la fin de l'État colonial, parce que la particularité de la Belgique par rapport aux autres colonies, c'est que l'État colonial belge a disparu. Moi, j'ai très bien connu l'État colonial belge. C'était la Belgique de papa. C'était un État francophone, dirigé par les catholiques. C'est les partis catholiques, c'est le PCCVP, les scotistes, les congrégations religieuses, la Générale de Belgique, dont les actionnaires, c'était la haute aristocratie, et la famille royale, c'était le plus gros actionnaire. Donc c'était cette Belgique. Le jour où les indépendances africaines sont passées, j'ai l'impression que la Belgique a eu honte de tout ce qui s'est passé, surtout que ça s'est fait avec violence, etc. Et je l'ai vécu jusqu'aux indépendances. À la limite, les afrodescendants qui étaient en Belgique, on était des rois, on était reçus partout, etc. C'était les bons petits noirs. Et donc, un paternalisme, on venait, on vous offrait des bonbons, et on rentrait dans les magasins avec ma grand-mère, je voyais, il y avait partout des petites statues avec une tête qui dodelinait, il était mis « merci » d'un cul quand on mettait des pièces. Et donc, quand on était là, les gens du magasin mettaient des pièces pour montrer qu'ils faisaient quelque chose pour les colonies. Les pères
religieux récoltaient les papiers d'aluminium en chocolat, je ne sais plus pourquoi faire, et tout le monde, les petits-enfants belges, mangeaient des chocolats pour les pauvres Africains, etc. Et j'avais un ami au pensionnat, et je lui dis, écoute, tu vas grossir à manger du chocolat. Il dit, mais non, je le fais pour toi et pour les petits noirs. Alors c'était inouï, et donc après tout ça, la violence de l'indépendance, il y a eu un rejet, et la Belgique, à mon avis, est tombée dans l'amnésie, a voulu complètement tout oublié, et il n'y a plus rien eu sur l'histoire coloniale. Rien. Et donc, j'espère que maintenant, on aura une mémoire coloniale. Et le président Emmanuel Macron a une idée très logique, parce que lui, la question du métissage et des afrodescendants en Afrique, il le prend en main. Il a créé un conseil. J'ai un de mes amis, Lionel Zinsou, qui était Premier ministre du Bénin, un de mes anciens collègues. Il est dans cette équipe, et il m'a dit... La position d'Emmanuel Macron, c'est de dire qu'il faut réfléchir à la place des afrodescendants et des métis en France et en Europe dans le cadre d'une mémoire coloniale objective. Et sa position est de dire, pour avoir une mémoire coloniale objective, les pays colonisateurs, la France, doit s'asseoir avec les anciens colonisés et ensemble rédiger une mémoire coloniale commune. Ça, c'est sa position. Et l'influence qu'il a en Europe, j'ai l'impression que dans les autres pays européens, ils vont suivre cette approche. Et il est clair qu'avec une mémoire coloniale commune, on peut réécrire à ce moment-là des livres d'histoire où on mettra cette partie coloniale, mais objective. La Belgique seule ne peut pas écrire une mémoire coloniale. Elle ne sera jamais objective, je suis désolé. Il faut qu'elle s'assoie avec le Congo, la RDC, le Rwanda et le Burundi, et qu'ils écrivent ensemble. Parce qu'autrement, les manuels d'histoire belges auront une mémoire coloniale belge. Au Rwanda, Burundi et en RDC, ils auront une mémoire coloniale RDC, Rwanda, Burundi. Et ça ne peut pas être objectif. Voilà. Lisette, tu voulais intervenir aussi ? Oui. Il faut qu'elle soit écrite collectivement, mais il faut qu'elle soit écrite avec en amont une reconnaissance, des responsabilités, etc., que les choses soient mises à plat, que les dossiers soient sortis, etc., parce que sinon ce qui va être écrit va être de nouveau biaisé. Moi, pour répondre concrètement, quand j'ai été prof pendant 7 ans, et il m'est arrivé malheureusement, quand j'étais jeune enseignante, de vouloir gérer la dynamique de groupe et de donner de la matière que je maîtrisais pas. Par exemple, je n'étais absolument pas formée au théâtre et j'ai donné du théâtre, comme certains profs d'histoire aujourd'hui peuvent donner 2 heures sur la colonisation belge. Ça veut dire que il y a le contenu, mais il y a aussi la manière dont les profs sont formés, qui va les former, qu'est-ce qu'on va leur dire, parce que si c'est pour redonner ça comme moi je l'ai reçu, c'est-à-dire qu'il y avait des belles routes, qu'avec une forme de nostalgie, etc., et gommer toute une partie des atrocités, ça n'a pas de sens non plus. Donc c'est de pouvoir se dire... Le lieu de formation des profs, qui prend ça en charge au niveau contenu et au niveau, si tu veux, même si je donne du contenu très objectif et très décolonial, on va dire, je ne m'imprègne pas de cette grille de lecture-là. Si j'en ai jamais eu dans mon parcours, je ne vais pas m'imprégner de ça en 2 heures de formation. C'est la même chose pour les questions de sexisme pour le moment. La grille de lecture genrée pour les profs, c'est pas en 2 heures de formation que tout d'un coup, moi en tant que prof, je peux venir avec une grille de lecture féministe devant mes élèves. Ça pose cette question-là et ça pose la question aussi des autres lieux de socialisation. Il n'y a pas que l'école. Tout le boulot qui est fait par Mémoire coloniale, etc. pour le moment, c'est indépendant du système scolaire. C'est une parole indépendante qui n'a pas de compte à rendre, etc. Et est-ce que c'est pas eux qui doivent rentrer dans l'école et faire des animations ? Est-ce que c'est pas l'école qui doit sortir, aller ? Est-ce que c'est voilà, les profs, c'est peut-être pas que les profs qui ont ce travail-là de passeur de mémoire. Je ne sais pas. Encore c'est une petite minute, après on doit clôturer. Oui, c'est juste pour dire, effectivement, c'est pas que les profs qui ont des connaissances dans ce domaine, mais ça doit être dans l'école. Parce que l'école est l'institution majeure pour la transmission pour les générations futures. Et donc, ça doit quand même être inscrit dans l'école, parce que c'est quand même le plus compliqué à faire passer, quoi, cette idée-là. Ça fait quand même... Ça devrait être normal, ça devrait être logique que, puisque la colonisation fait partie de notre histoire,
que ça rentre dans le patrimoine, je dirais, ou dans la transmission du savoir de notre histoire. Parce que c'est pas l'histoire de un et de l'autre, c'est notre histoire. Donc, pourquoi cette histoire-là qui est la nôtre ne rentre pas dans l'histoire? C'est pour ça, c'est cette question-là qu'il faut poser. Pourquoi, alors que c'est une évidence, ça ne se fait pas? Donc je pense qu'il faut quand même prendre, je pense qu'il n'y a pas encore assez de recul par rapport aux institutions, par rapport à leur propre histoire, qu'on n'a pas encore fait le deuil, ou en tout cas on n'a pas encore mis sur la table un certain nombre de choses qui devraient être mises sur la table avant de pouvoir les transmettre dans les écoles. Enfin bon, donc, mais pour moi, c'est vraiment c'est ce que je disais, un devoir de mémoire de mettre ça dans les programmes scolaires. Absolument. Même si on fait appel à même si on fait appel, évidemment, à des spécialistes, à des gens et des expériences qui viennent d'ailleurs pour faire ce programme. Mais ce programme doit être inscrit dans les écoles. Voilà. Mais pour ça, on est d'accord. Mais je dis juste, donc ça, on est d'accord. Mais c'est par exemple, je donne un exemple concret. Là, la semaine passée, on est intervenu sur des questions d'homosexualité. Les profs, c'est dans le programme, mais les profs eux-mêmes ne peuvent pas porter ça. C'est des assos extérieurs, à la demande des profs, qui viennent avec une expérience de terrain, une distance différente. Mais c'est dans le programme. Oui, mais je suis désolée, on doit vraiment clôturer. On doit libérer la salle, en fait. Oui. Éventuellement, oui, parce qu'il y a une rencontre après à 17h qui s'appelle Afro-Cyberféminisme. Oui, je juste voulais dire... Mais par contre, nous, on va ressortir. Si vous voulez échanger peut-être avec les intervenants de manière informelle à côté, n'hésitez pas à aller les trouver pour discuter un moment. Ouais. En tout cas, une discussion sur le futur de l'école, on a compris que c'était très important. Voilà, je remercie tous les intervenants, la modératrice. Et là, on fait 10 minutes de pause. Après, on a vraiment le plaisir d'accueillir des performances issues de la programmation Afro-Cyber-Féminisme qui a lieu maintenant à la Gaîté Lyrique. On a aussi le plaisir d'avoir ici Oulimata Gay qui est à l'initiative de ces rencontres. Et voilà, c'est quelque chose à pas rater. On se retrouve ici dans 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, merci.